Bonjour à tous. Alors, une fois la conquête militaire de l'Afrique terminée, un défi encore plus grand se présente pour l'Europe. Comment on fait pour gouverner sur le long terme des territoires aussi immenses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer le système administratif qui a été mis en place, une véritable architecture du contrôle pensée pour durer. Voilà la question centrale. La conquête, c'est une chose. Mais l'administration, au jour le jour, c'en est une autre. Les puissances européennes se sont retrouvées face à un casse-tête logistique absolument monumental. Comment est-ce qu'on assoit son autorité sur des millions de personnes, sur des territoires gigantesques, quand on a très peu de personnel et très peu d'argent? Le défi était, faut le dire, immense. En dehors de quelques rares exceptions, il n'était pas question d'envoyer des millions de colons. C'était impossible. Les populations locales, elles, étaient souvent très dispersées, donc une administration directe, à l'européenne, était juste infaisable. Il fallait trouver autre chose, une solution beaucoup plus pragmatique. Et cette solution, eh bien, toutes les puissances coloniales vont la trouver. Elle porte un nom, la politique indigène. L'idée de base est simple, au lieu de tout vouloir gérer directement, on va gouverner par l'intermédiaire des structures africaines qui existent déjà. Et ça, c'est vraiment le cœur du système. Le principe, que ce soit en théorie ou en pratique, c'est que la domination coloniale ne peut pas fonctionner sans l'aide active des Africains eux-mêmes. Au départ, ce n'est même pas un choix idéologique, c'est une nécessité pure et simple, dictée par la réalité du terrain. Alors, pourquoi ce choix, concrètement? D'abord, l'immensité des territoires, on l'a dit. Ensuite, le manque criant de personnel européen. Il y a aussi une raison économique. Un empire, ça devait être rentable. L'objectif, c'était un empire à bon marché. Et enfin, un calcul stratégique. On se disait qu'en s'appuyant sur ce qui existait déjà, on limiterait les résistances. Bon, mais un système qui repose sur des raisons aussi pratiques, ça manque un peu de grandeur. Il fallait une justification morale, une belle histoire pour habiller tout ça. Et c'est là qu'entre en scène l'idéologie paternaliste, qui va présenter la domination comme une sorte de mission civilisatrice. Cette citation est très parlante. Chez les Britanniques, on parle de tutelle, de trusteeship. L'idée, c'est de se positionner non pas en conquérant, mais en tuteur, qui serait responsable du bien-être et du progrès de ses pupilles, les peuples africains. Et du côté français, on retrouve exactement le même discours. Albert Sarraut, qui est une figure très importante de la politique coloniale, parle du droit du plus fort à protéger le plus faible. C'est encore cette posture de protecteur qui justifie la domination par une sorte d'obligation morale. Et c'est là le point crucial. Derrière toute cette belle rhétorique, il y a un profond sentiment de supériorité culturelle, voire raciale. Les Africains étaient souvent vus comme de grands enfants, incapables de se gouverner eux-mêmes. Et donc, la domination européenne n'était pas du tout vue comme quelque chose de temporaire, mais bien comme une nécessité qui allait durer très longtemps. Bon, maintenant qu'on a posé cette logique générale, voyons un peu comment ça s'est traduit sur le terrain. On distingue souvent deux grands modèles, le modèle britannique et le modèle français. Mais on va vite s'apercevoir que la théorie et la pratique, ce sont deux choses bien différentes. Alors voici la théorie britannique, la fameuse indirect rule, l'administration indirecte, théorisée par Sir Frederick Lugard. L'idée, c'est celle d'un partenariat. Le chef local n'est pas vu comme un simple exécutant, mais comme un partenaire avec son propre statut, ses propres devoirs. L'administrateur britannique, lui, est censé être un conseiller. Et là, le contraste avec la vision française est radical. Dans la pratique, on est beaucoup plus direct. Le gouverneur von Vollenhoven le dit sans détour. Le chef n'a aucun pouvoir propre. C'est un instrument, un auxiliaire. Il n'y a qu'un seul chef, c'est le commandant de cercle français. La subordination est totale. Ce tableau résume tout ça à la perfection. D'un côté, une philosophie de collaboration, le chef est un partenaire, l'administrateur un conseiller. De l'autre, une logique de subordination. Le chef est un fonctionnaire et l'administrateur est le seul patron. C'est toute la différence entre gouverner par la tradition et gouverner avec des instruments. Passons maintenant de ces grandes idées aux outils du quotidien. Comment est-ce qu'on faisait pour exercer cette autorité sur le terrain tous les jours? Eh bien, il y avait toute une série d'instruments qui ont été mis en place pour s'assurer de l'obéissance de tous. On peut parler d'une sorte de boîte à outils coloniale avec 4 piliers. D'abord, un nouvel ordre juridique. Ensuite, l'impôt, un outil sûr, puissant. Puis, le travail forcé, qui était absolument central. Et enfin, une réorganisation complète des pouvoirs traditionnels. L'indigénat, c'est sans doute l'outil juridique le plus connu, surtout dans l'Empire français. En gros, ça donnait un pouvoir quasi absolu à l'administrateur local. Il pouvait punir pour à peu près n'importe quoi, sans procès, de manière totalement arbitraire. C'était un instrument de discipline sociale extrêmement efficace. Le système de l'impôt était aussi un rouage essentiel et très malin.
Suivez bien le circuit. On commence par collecter l'impôt. Une partie de cet argent revient ensuite au niveau local, dans un trésor indigène géré par le chef. Et c'est ce trésor qui va payer les salaires, y compris celui du chef. Vous voyez le mécanisme? Les intérêts du chef sont maintenant directement liés à sa capacité à faire rentrer l'impôt pour les colons. L'économie coloniale tournait grâce à un moteur principal, la main-d'œuvre africaine. Et le travail forcé était partout, sous différentes formes. On pense notamment à la prestation en Afrique française, où chaque homme devait un certain nombre de jours de travail gratuit à l'État chaque année. C'était une méthode brutale, mais très efficace pour construire les routes et les chemins de fer de l'Empire à moindre coût. 6095. Gardez bien ce chiffre en tête. Ça correspond au nombre de chefferies qui existaient au Congo belge en 1917. C'est notre point de départ pour comprendre une transformation radicale. Regardez ce graphique, c'est saisissant. En à peine 20 ans, les administrateurs belges ont fait passer le nombre de chefferies de plus de 6000 à seulement 1200. C'est un exemple parfait de la façon dont les Européens ont complètement redessiné la carte politique locale en fusionnant ou en supprimant des milliers de petites entités pour en créer de plus grandes, jugées plus rationnelles et surtout plus faciles à contrôler. Pour finir, il faut absolument s'intéresser aux conséquences de tout ce système sur le long terme, parce que, et c'est souvent le cas en histoire, il y a eu des effets totalement imprévus. Et voilà le grand paradoxe de toute cette histoire. Cette immense machine administrative, qui avait été pensée pour que la domination dure éternellement, a en fait posé les fondations de l'État post-colonial. Les frontières, les ministères, la fonction publique, une bonne partie de ces structures sont un héritage direct de l'époque coloniale. Et ce système a même formé, bien malgré lui, l'élite africaine qui allait, à terme, le renverser. On va donc terminer avec cette question. Elle nous rappelle que l'histoire est pleine d'ironie et de conséquences inattendues. L'héritage de l'État colonial est incroyablement complexe, un mélange de contrôle et de création involontaire, et ces effets se font encore sentir aujourd'hui sur le continent africain. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.